Bonjour, je me présente, je m'appelle Talia Almona et bienvenue encore une fois aux rencontres d'auteurs du Théâtre Fêlé en partenariat avec Signé Laval. Et aujourd'hui, je rencontre Pascal Brulmans. Quoi? Talia, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le téléphone, Internet, tout est coupé. Je n'arrive plus à les joindre. C'est pas le moment. Pour de quoi? Je te dis que l'armée a lancé l'attaque. Et je viens d'avoir une audition de marde puis de me faire flusher par un crétin. Fait que ce qui se passe dans le désert, là, ça peut-tu me passer 10 pieds par-dessus la tête? Ma fille, je ne te reconnais plus. Oh, t'es déçu, hein, parce que je suis plus la petite fille que t'aimais tant? Ben, t'es mieux de t'habituer. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu viens de dire? La vérité, La vraie Talia parle pas de même à sa mère. la vraie Talia, elle parle pas. Point. Ta mère vient de t'annoncer qu'il y a la guerre chez vous. Grosse nouvelle! T'as pas de cœur. Ça fait 1000 ans que ce monde-là se tape sa gueule. Des innocents peuvent mourir. Et c'est pour ça qu'on est parti. Fait qu'on peut-tu vivre une vie normale ici, puis arrêter de porter le problème des autres sur nos épaules? Les autres, c'est ta famille, tes oncles, tantes, cousins, cousines. On les connaît même pas, on n'est jamais retourné. C'est toi-même qui le dis, t'es plus égyptienne. Je suis pas québécoise non plus. Ben t'es quoi d'abord? Redonne-moi mon rôle. Excuse-moi, C'est pas toi le problème. je répondrai plus. Ça pouvait pas marcher. Sais-tu pourquoi t'es coincée de même? Parce que tu me fais chier. Parce que t'assumes pas d'être québécoise. Pardon. Tu vis dans le passé. Hey, je le sais mieux que toi, c'est quoi être québécoise. J'ai lu tous vos livres, je connais toutes vos tunes, puis je me suis tapé toutes vos hosties de téléromans. Ok, d'abord, c'est quoi être québécoise? Être québécoise, c'est chialer sur l'hiver, les cônes oranges, puis les nids de poules. Chialer sur le reste du Canada, puis sur le coach du Canadien. Chialer qu'on se fait manger par les mouches noires, puis la laine sur le dos. Chialer contre les immigrants, mais dire qu'on n'est pas raciste. Chialer contre le printemps érable, puis brûler des chars quand c'est des séries. Chialer contre Montréal, puis dire que les régions, c'est de la merde. Chialer pour la souveraineté, puis cocher non quand c'est le temps de choisir un pays. Chialer, chialer, puis encore chialer, parce que quand on vous écoute, c'est tout ce qu'on entend. Du monde qui chiale avec un hostie d'accent. Ben t'as oublié la poutine. Parce que c'est dégueulasse! Donc, ce qui est particulier chez moi, je pense, c'est le fait que dans chaque projet, je prends une direction qui est différente. Euh, et j'aime ça explorer des choses qui sont nouvelles pour moi. Donc, d'une pièce à l'autre, on ne va pas nécessairement reconnaître un type d'écriture particulier ou reconnaître des thématiques qui reviennent ou des personnages qui reviennent. C'est vraiment des démarches euh, qui explorent. Donc, je vais faire du théâtre documentaire, mais je vais aussi travailler avec la marionnette. J'aime travailler avec des acrobates ou avec des musiciens. Chaque fois, c'est toujours cette question-là. Donc, dans chaque projet, à quoi on joue? Qu'est-ce qu'on essaie de comprendre dans cette démarche-là particulière? Et qu'est-ce qui vient nourrir le projet? Qu'est-ce qui le place dans son univers à lui? Ça, c'est la première caractéristique. La deuxième, évidemment, c'est le fait que j'écrive pour adultes et pour enfants. Mhm. Ce qui ne se faisait pas beaucoup quand j'étais jeune. Souvent, on prenait des voix, on suivait des tracks. Ouais. Et puis j'arrive dans une génération où on a cette permission-là de pouvoir passer du milieu adulte au milieu enfant. Et c'est un grand bonheur parce que les deux milieux, quand je dis enfant, je parle aussi de théâtre adolescent, autant que de théâtre pour bébé, hein, ça Mhm. c'est très large. Puis pour moi, toutes ces expériences-là, travailler avec des bébés, m'aident à comprendre mon public adulte. À partir de soi, c'est-à-dire que dans le fond, on écrit toujours d'une certaine manière quelque chose qui part de nous. On est toujours en train d'un peu de se livrer, de se raconter.
j'avais aussi, puis je dis ça, puis en même temps, c'est important aussi de partir des autres. C'est-à-dire que oui, je suis beaucoup parti de moi. J'ai parlé de mes plus graves crises existentielles à travers des textes, surtout à travers la mort de l'enfant, qui est une thématique qui va revenir souvent dans mes textes, parce que ça a été une tragédie qui m'a marqué énormément. Mais aussi pouvoir partir à partir de l'autre, c'est-à-dire rentrer dans l'univers de l'autre et écrire donc, faire une enquête presque sur l'autre pour ensuite aller vers la fiction et écrire un texte. Et c'est super parce que on... j'ai été l'autre. Pour moi et l'autre. Et moi, ce que j'avais envie, c'est de parler de l'intégration des immigrants au Québec. Et là, en 2013, hein, parce que là, aujourd'hui, on est ailleurs. On est juste 7 ans plus tard, mais on est ailleurs, complètement. On est ailleurs. Après le Black Lives Matter, après ces différents mouvements-là et ce questionnement-là qui est repris par les nouvelles générations, heureusement, on est ailleurs. Je dirais, on arrive enfin ailleurs. Oui, oui, oui. Moi aussi, c'est heureusement. Heureusement. Oui, pour moi la situation actuellement est beaucoup plus positive qu'il y a 10 ans. Parce qu'il y a 10 ans, on était vraiment dans le déni d'une situation qui ne pouvait plus durer. Et là, ça éclate. On a l'impression qu'on est dans une crise actuellement par rapport à l'intégration, mais en fait, on est beaucoup plus, pour moi, dans la guérison parce qu'on commence enfin à nommer les choses. Complètement. Et à vouloir aussi bien les nommer. Oui, puis surtout à donner la parole à ceux qui vivent les choses. Et ça, c'est immensément important. Immensément. Et pour moi, le travail qu'on avait fait sur moi et l'autre est une transmission de parole. Dans le sens où on a travaillé ensemble, mais chacun des mots que tu disais dans ce texte-là, tu l'avais lu, tu l'avais approuvé, tu y avais participé. Et pour moi, c'était ta parole. Et c'était important que ça le soit. Puis, ce que je veux rajouter à ce que tu viens de dire, c'est super parce que même dans l'écriture, il y avait eu de l'intégration. Partir de l'autre, mais moi, de mon côté, j'ai laissé l'autre venir à moi aussi. Tu vois? Tu sais, quand souvent, la question que je me fais poser après moi et l'autre, c'est « Mais est-ce que tu penses que le peuple québécois est assez ouvert? Est-ce qu'il accueille bien? Est-ce que, ou qu'est-ce que je peux faire en tant que Québécois pour bien accueillir les immigrants? » Et ma réponse est tout le temps, ben, la présence, juste être là. Je crois qu'il y a déjà une grosse partie du travail de fait. Donc, la présence. Et aussi, ben, de par la présence, accepter que l'autre a une partie du travail à faire aussi. C'est pas juste... C'est les deux, hein? C'est les deux. Quand il y a rencontre, c'est parce que les deux côtés veulent, acceptent, ont envie d'eux. Oui, c'est sûr qu'on ne parle pas tout seul. Puis on ne peut pas non plus accueillir tout seul. Ça ne se fera pas. Peut-être pour rappeler aux gens qui nous écoutent quel a été le processus de l'écriture de moi et l'autre, c'est d'abord passé par l'écriture de ton journal. Donc, tu as été... Et ça, j'ai trouvé ça fascinant, c'est que tu as écrit ton journal personnel pendant plusieurs mois avant qu'on commence la vraie écriture du spectacle. Et dans ces souvenirs-là que tu nous racontais, qu'on lisait ensuite, il y avait ce moment-là où tu dis, au moment où tu es arrivé au Québec, et 6 mois plus tard, tu as oublié une partie de ta langue. Oui, complètement. Et ça, cet oubli-là, ce vide-là m'a fasciné. C'est-à-dire que, est-ce qu'on doit absolument céder une part de soi pour acquérir la part de l'autre? Et c'est toute la question, en fait, du texte, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut, comment on fait pour adhérer sans s'oublier soi-même? Et pour que ça soit non pas une soustraction, mais une addition. Le processus de création de moi et l'autre a duré aussi 2 ans. J'ai écrit un journal de bord / journal intime dans lequel je devais tenter de me souvenir de tout ce qui s'est passé en lien avec mon intégration. La première fois, la première chose que j'ai vue en sortant de l'aéroport, ma première journée d'école, la première personne à qui j'ai parlé au Québec, le premier mot québécois, etc., 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 etc. Par la suite, on a lu ce journal-là et comme tu dis, il y a beaucoup de choses qui sont venues teinter après le texte.
Puis par la suite, ben là, on a écrit, mais on a aussi eu la chance de travailler avec une équipe de création en improvisation. Ce qui est super, là, parce que quand on peut prendre le temps, ben, on peut aller plus en profondeur. Ben, oui, je trouve que c'est nécessaire. C'est nécessaire aussi de chercher quelle est la forme de ce projet en particulier, quelle est l'esthétique. Et c'est pour ça que c'est important de travailler avec des collaborateurs qui viennent échanger avec nous, puis nous remettre en question. Tu sais, pour moi, c'est la différence. C'est-à-dire que si on avait raconté ton histoire, on aurait été dans l'anecdote. On aurait raconté une anecdote. Puis la différence, je fais une grande différence entre le récit et l'anecdote, parce que l'anecdote, en fait, c'est quelque chose qui reste près de nous et qui ne fait pas nécessairement de place au spectateur. Et donc, ce qu'on a comme réaction quand on raconte une anecdote, c'est quelqu'un qui va avoir de l'empathie, qui va faire « Ah, mon Dieu, c'est donc plate ce qui t'arrive », admettons. Alors que le grand avantage d'utiliser un art comme le théâtre et d'utiliser surtout la fiction, c'est qu'on crée un espace où on invite le spectateur à participer. Et donc là, on passe de l'empathie à la catharsis. Et la catharsis, en fait, c'est vivre une émotion pendant la représentation, en ayant, si on veut, la distance réflexive nécessaire. C'est-à-dire que je passe à travers cette émotion-là, mais je ne la vis pas réellement. Mais donc, je m'habitue à traverser cette émotion-là à travers la fiction. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus fort que l'empathie. Donc, de l'importance de créer une forme, puis de créer de la fiction, et de prendre 2 ans pour faire une pièce. Et c'est drôle parce qu'en 2013-2014, quand on a joué la pièce pour la première fois aux Écuries, on disait que la forme du texte était l'autofiction. OK? Et c'est super parce qu'on s'est parlé tous les deux la semaine passée, 6 ans plus tard, puis on est arrivé à la conclusion que, oups, c'est peut-être pas le bon terme. C'est pas de l'autofiction. C'est-à-dire que là où il y avait de l'autofiction, c'est que c'était la personne qui a écrit le texte qui était en scène et qui jouait le personnage. Donc là, il y a de l'auto. Oui. Mais en fait, on n'est pas dans... C'est une autofiction, mais le mot fiction est plus important. C'est-à-dire que dans le théâtre documentaire, on va s'attacher à reproduire les vrais moments. Comment les gens ont parlé, comment on prend le réel et on l'amène sur scène. Nous, ce qu'on a fait, c'est une fiction. C'est-à-dire que ce n'est pas ton histoire. Moi et l'autre, ce n'est pas ta vraie histoire. C'est inspiré des éléments, mais tout ça a été retravaillé et reconstruit pour créer une histoire. Résumé de la pièce, c'est l'histoire de Thalia, une jeune immigrante qui vient raconter son histoire d'intégration. À travers ce récit, à travers son récit, on apprend, on apprend sur ce qu'elle a vécu quand elle est arrivée au Québec, on apprend sur sa rencontre avec sa meilleure amie, Julie. On apprend aussi qu'elle perd Julie, parce que Julie meurt dans un accident de voiture. Et Thalia, elle refuse de la perdre, donc elle décide de lui donner sa place, de lui donner son rôle. Et là, Julie devient Thalia, et Thalia, on ne sait pas trop ce qu'elle devient. Puis Julie se met à répondre à la place de Thalia, à répondre à sa famille, à aller passer des auditions pour elle, bon, à réagir dans la vie personnelle du personnage. Et on s'entend, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, Thalia décide, donne-moi ma place, donne-moi mon rôle. Puis Julie lui donne et elle s'en va parce qu'elle est morte. Et elle dit avant de partir, invente l'histoire. Et là, on rentre dans la dernière partie du texte où Thalia invente son histoire. Donc ça, en gros, c'est la ligne de la pièce. Je trouve ça important de le dire parce que une des questions qui revient le plus aussi qu'on me pose, c'est, et pour faire des liens aussi sur l'autofiction, pourquoi ce n'est pas une autofiction, on me pose souvent la question de « Est-ce que tu as vraiment perdu Julie? Est-ce que Julie est morte dans un accident de voiture? » Et la réponse est non. Pour le moment, heureusement, hein, parce que ça aussi, c'est un risque de la tournée, et je m'en rends compte aujourd'hui. Hein,
c'est que je me dis, ben, on vieillit, je vieillis. Et bien sûr, il y a des drames qui commencent à se passer dans ma vie personnelle, là, comme tout le monde, et c'est la vie. Puis écoute, Pascal, dernièrement, j'ai répondu que si un jour ça arrive, là, que je perds une de mes Julie, parce que Julie, c'est l'amalgame de plusieurs de mes amis, je ne serais pas capable de jouer ce texte-là. Mhm. Mhm. Je comprends. Ben, c'est-à-dire que non, c'est-à-dire que tu vas être Ben, capable de jouer, tu penses que tu n'es pas capable maintenant, mais tu vas juste, peut-être que tu ne le joueras plus autant, parce qu'à un moment donné, un texte, on mhm, passe à autre chose aussi, là, mais je pense que je pense que le théâtre est un lieu où on peut justement digérer ce genre de choses-là. C'est-à-dire que oui, un lieu qui nous permet de traverser les larmes aussi. Je te dis, moi, pour avoir joué personnellement sur scène de manière très, très, très réaliste le décès de mon enfant, on le faisait dans le cadre, c'était pour Beauté, Chaleur et Mort, c'était donc ma conjointe, qui est également metteur en scène, qui m'a proposé d'aller jouer sur scène ce projet-là. Et j'ai vraiment dit, non, t'es folle, on fera jamais ça, c'est pas possible. Il n'y aura pas des gens qui vont venir voir deux personnes, même pas des comédiens, même pas des acteurs, donc sans talent de jouer, qui vont aller, venir voir des gens raconter la mort de leur enfant, c'est pas possible. Bon, ça se pouvait pas. Et puis finalement, on l'a fait quand même, et la réaction a été beaucoup plus positive que ce que je pensais. Mais le spectacle a connu un succès, un succès qui m'a surpris, disons-le comme ça. Mais ce qui moi, m'a fasciné, c'est-à-dire que de le rejouer tous les soirs mhm, m'a aussi permis de faire la paix avec certaines choses. Euh, oui, de digérer des choses, sincèrement. De répéter ces mots-là et de les assumer devant le public, donc devant la société qui me regarde, de dire voilà, j'ai été ça, il s'est passé ça, j'ai vécu ça, je mhm, porte cette peine-là, et je ne suis plus la même personne depuis ça, depuis la tragédie. Je pense que ça a été un exercice, moi, qui m'a transformé. Donc, je te dis, si jamais tu avais à revivre ça, c'est sans doute, tu verrais le texte se placer ailleurs dans ton corps. Et sans doute que ton interprétation serait transformée. mhm. J'avais simplement envie de faire un exercice hyper simple autour de la prise de parole euh, pour pouvoir inonder le monde de prise de parole. Alors, ça se passe en deux temps. J'aimerais d'abord que les participants écrivent, en fait, un souhait. Une phrase qui commence par « Je te souhaite » et vous souhaitez qui vous ferait du bien. Trois choses qui vous feraient vraiment du bien actuellement. Par exemple, je te souhaite d'aller dans un cinéma voir le film que tu veux voir depuis un an. Et, petite Ou je te souhaite parenthèse, d'être autour de la table avec des gens que tu aimes et de célébrer. C'est des choses qui nous manquent actuellement et qu'on aimerait pouvoir faire. moi, je vais réaliser l'exercice en temps réel, là, devant tout le monde. Donc, peux-tu me redonner, je dois écrire 3 souhaits. Peux-tu me redonner les exemples, s'il vous plaît? Oui, alors, je te souhaite, admettons, moi j'écrirais actuellement, je te souhaite de pouvoir te retrouver autour d'une table avec les gens que tu aimes et de célébrer. Ça, c'est un exemple là, comme ça. Là. C'est pas, je sais pas où j'ai pris ça, là, comme OK. mon but. OK. Deuxième partie, alors, j'aimerais ça que tu écrives trois choses les trois choses qui te mettent le plus en colère ces temps-ci. Donc, tu sais, les trois trucs qui te foutent la rage. Puis, sois assez détaillé quand même. As-tu un exemple? Admettons, là, je pourrais dire, là, actuellement, moi, ce qui m'enrage, c'est les anti-masques. Tu sais, ça m'enrage. Je comprends pas. Je suis comme,
les deux bras me tombent. Bon, par exemple. OK. Ça peut être l'inverse, hein? Ça peut être, ça c'est ma position à moi. Vous êtes libre évidemment de prendre la position que vous voulez. Si ce qui vous enrage, vous, c'est les restrictions du gouvernement, allez-y. Ce que tu vas faire, c'est tu vas faire une phrase avec deux des éléments. Donc, salut, chose qui m'enrage, je te souhaite ceci. Fait que tu prends la première chose qui t'enrage, puis tu lui adresses ton premier souhait. Si c'est les anti-masques, c'est salut les anti-masques, je vous souhaite ta 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 ta. Ah, OK. Ben, tu peux juste nous la lire, hein, Talia, c'est pas obligé de. OK. Bon, mais je pense que c'est ce que je vais faire. OK. Donc, et je lis juste l'amalgame des deux, n'est-ce pas? Oui, c'est ça qui est drôle. Ah, parfait. Donc, salut les personnalités à la télé ou sur les réseaux sociaux qui banalisent la complexité de l'identité, de la crise identitaire et qui se confinent eux-mêmes à une seule identité. Je vous souhaite de voyager le plus possible dans votre vie. Voilà. Ben voilà, ça, tu vois, c'est parfait comme réponse. Alors, je ne sais pas si tu avais pensé. Pas du tout. Pas du tout, évidemment. Donc, c'est un accident, mais l'accident, il est super. On peut aussi faire l'exercice. Une personne lit son premier, la première chose qui l'enrage, puis la personne à côté lit sa première ligne. Fait qu'on peut faire aussi des amalgames entre participants. Comme ça, C'est-à-dire, exemple, tous les deux, on est assis côte à côte. ouais, Moi, je lis ma première phrase de ce qui m'enrage et toi, tu lis ta première phrase de souhait. oui. Et donc, comme ça, on peut s'échanger aussi des rages et des souhaits, si on veut le faire en équipe de deux. Super. Maintenant, Pascal, tu vas nous lire un extrait du texte que tu travailles présentement, Homicide. Alors, ben, c'est un texte qui est en cours d'écriture, donc c'est tout nouveau. C'est la première fois que je le lis euh, pour des gens. Donc, voilà. Au fond, qu'est-ce que j'en sais? Qui suis-je? Sûrement pas un artiste. Les artistes sont des êtres prétentieux qui vouent un culte à l'échec. Il faut être stupide, en tout cas très naïf, pour vouloir transposer la réalité sur un support aussi limité. C'est stupide, avouez-le. Un film de guerre ne sera jamais la guerre. Commettre un génocide est une expérience intransmissible, d'aucune façon. Il faut l'avoir vécu. Vous et moi le savons. Alors pourquoi faire semblant et surtout pourquoi le regarder? Pourquoi rester face à l'écran? Question pertinente, il me semble. Je prends plaisir à m'exhiber, je ne m'en cache pas, je l'assume entièrement. Mais vous, pourquoi? Vous pourriez être ailleurs. Vous avez des amis, des envies, des enfants, que dis-je, un travail. Vous faites des activités. Non? Pourquoi rester tapis face à l'écran dans ce mobilier terne, miroir de cette humiliante défaite? Ressentez-vous quelque chose? Soyez honnête. Ressentez-vous encore quelque chose? Physiquement. Un frisson, un pincement, peut-être une nausée, la haine, l'angoisse, le trouble. Quelque chose qui vous prend, vous intrigue, vous retient, vous guide. Peut-être cherchez-vous à comprendre, peut-être que votre sensibilité gavée par cette surcharge d'effets spéciaux ne vous permet plus de penser. C'est ce qu'ils voulaient, c'est toujours ce qu'ils veulent, nous réduire à la contemplation, au silence. Parce que c'est de cela dont il est question, de notre conscience usée comme un tissu prêt à fendre au point où nous ne sommes plus en mesure de penser. Dans cette position, ils obtiendront de nous ce qu'ils veulent. Une réaction, une implication de complicité, ce geste de notre part, il leur faut. Que serait le système sans notre consentement? Une dictature. Impossible, inacceptable. Donc, ils prendront les mesures nécessaires pour obtenir cette chose intime que nous possédons tous, réduite à sa dimension la plus odieuse, reproductible à l'infini, l'amour. J'aime. Un pouce, un clic, comme ça. J'aime cette vidéo.
ce bébé, ce chat, ce truc. Vous ne savez pas ce que c'est, mais j'aime. Et c'est déjà remplacé par l'image suivante. J'aime sans pouvoir vous arrêter. J'aime emporter dans un flot tyrannique et pervers. J'aime comme un devoir, une torture. J'aime peu importe où vous êtes, ce que vous faites. J'aime les mêmes objets, les mêmes masques, les mêmes marques. J'aime les mêmes cafés où l'on simule les mêmes saveurs. J'aime ces musées où vous croisez les mêmes artistes publicités. J'aime ces corps amincis, découpés, recalibrés pour garantir les mêmes plaisirs. Et pour finir, ils nous demanderont de les aimer eux en achetant leurs livres, leurs disques, leurs voyages, leurs marques, leurs muscles, leurs verges, leur cul, leurs lèvres, faisant de nous une pâle copie de ce qu'ils nomment la beauté. Pourtant, s'il existe une chose au monde qu'ils ne pourront jamais nous vendre, c'est bien la beauté. On ne peut offrir ce qu'on ne possède pas. Oh, bien sûr, ils peuvent acheter la terre entière, l'étaler sur leur mur. La beauté leur échappera toujours. La beauté appartient aux pauvres. La beauté vit dans la merde. Rien au monde ne peut se comparer aux objets tenus par des mains qui souffrent. Rien n'est plus désirable que des adolescents qui baisent au milieu d'un charnier pour se sentir vivants. Ça, ils ne pourront jamais le posséder. C'est pourquoi ils vouent à la misère une haine sans fin. La beauté appartient à la jeunesse et aux désespérés, qui le paient très chèrement, croyez-moi. Merci. Merci Pascal pour la lecture de cet extrait. Voilà. Donc, c'était un extrait du texte Homicide qui sera très prochainement sur les planches, un jour peut-être, en fait, après, si la pandémie nous laisse un jour tranquille. Ça s'en vient.